Monsieur Henri Djombo, bonjour. Bonjour. Hier, 4 février, Pointe-Noire a eu l'honneur de recevoir officiellement le roman Rescapé du vol 352. Alors, pouvez-vous nous donner vos impressions par rapport à cet accueil? Vous avez dit rescapé, mais c'est presque la même chose. Le miraculé. Le miraculé, voilà. 350 Merci euros. beaucoup. J'ai apprécié l'accueil qui a été réservé au roman par le public culturel pontenévrain, par les autorités municipales également, disons par l'ensemble de l'assistance qui était intéressée par cette publication et sa curiosité à la découvrir dans sa profondeur à travers les nombreuses questions qui ont été posées à l'auteur que je suis. J'ai beaucoup apprécié et on sent que bien que l'économie se développe à Pointe-Noire, mais la culture ne l'est pas vraiment. Alors, le miraculé du vol 352, pouvons-nous avoir un bref résumé de cette histoire que vous contez dans ce livre? C'est la question la plus redoutable que l'on me pose et j'avoue que je balbutie souvent. Ce que j'ai écrit, en me demandant parfois d'où je suis parti et où je suis arrivé. Quand j'ai livré à la page blanche le récit, je le lis. Il ne m'appartient plus, il est laissé à la consommation publique. Et j'aime bien échanger avec ceux qui ont lu, qui me rappellent ce que j'ai écrit, qui critiquent et qui me renseignent sur beaucoup de choses, sur la profondeur, la densité de l'ouvrage. Maintenant, de quoi je parle? Je me souviens vaguement de ceci. Un jour, j'ai pensé qu'un avion a craché et qu'il y a eu un seul survivant de cet accident et qui se retrouve, d'abord on ne sait pas comment il va se retrouver dans l'hôpital, puis il se retrouve dans un hôpital, dans quel état et comment reprend-il vie puisqu'on arrivera à le sauver. Si on n'arrive pas à le sauver, c'est un drame simplement. Bon, il y a eu un crash, il vaut mieux écrire un article de journaux qu'un roman si l'histoire ne va pas plus loin. Alors, c'est une sorte de dissertation à laquelle je me suis livré. Un crash d'avion, un seul survivant, décrivait la chose, y compris la situation du rescapé. Voilà cette dissertation. Quand elle est demandée à n'importe quel écrivain, n'importe quel auteur, il peut dire beaucoup de choses sur ce sujet-là. Bon. Maintenant, vous voulez que je résume ma dissertation en disant que non, quelqu'un qui était dans le coma, qui est revenu, maintenant la conscience est revenue, qui se trouve dans un hôpital, sous les soins d'un personnel compétent, d'une infirmière attentionnée et qui suit sa guérison progressive. Il a perdu l'usage de la parole, il a perdu la motricité. Il croit qu'il est devenu une loque, une simple loque. Et il regrette pourquoi il n'est pas allé avec les autres dans l'au-delà, au lieu de rester ici sur cette terre d'enfer. Et ben voilà. Et plus tard, au fur et à mesure, il va recevoir
disons, il va se souvenir des voyages qu'il a effectués autrefois. Autrefois quand? On ne sait pas, mais c'est des voyages, et de nombreux voyages auxquels il a participé, mais sans toujours savoir pourquoi ces voyages, qu'allait-il y faire, et ainsi de suite. Et pendant ces voyages, il était interdit de se faire connaître. On ne devait pas le reconnaître. Et même quand il rentrait chez lui, dans sa ville, il ne devait pas aller à sa maison, dans sa maison. Vous voyez, il y a comme un mystère derrière ça. Bon, même plus tard, il va commencer à recevoir les lettres de sa femme qui lui racontent tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en son absence. Et il se rend compte de la méchanceté humaine, puisque beaucoup de gens ont dansé à sa mort, sablé le champagne. On dit c'est bien fait pour lui. Il est parti. Sans compter, bien sûr, le comportement des hommes. Il avait une femme. Et les hommes ont commencé à la chercher, à la draguer, à lui faire une cour assidue de plusieurs manières. Le terrain est libéré. Il faut récupérer le fruit. Bon, alors, malheureusement pour eux, la veuve, entre guillemets, est suffisamment lucide pour ne pas tomber dans leur piège. Bien, mais elle lui écrit sur tout cela, sur le comportement de ses parents. Le comportement négatif de ses parents qui ont voulu prendre les biens en excluant la veuve et les enfants. Tout cela lui a fait beaucoup mal. Il réfléchissait sur la condition humaine dans son lit d'hôpital. Jusqu'au moment où il va faire la connaissance d'une infirmière nommée Laura. Et Laura va s'occuper de lui, va lui donner l'envie d'écrire. D'écrire parce qu'elle-même est écrivaine. Elle va lui demander d'apprendre à écrire quelque chose. Il dit, mais moi je ne suis pas, non, je ne suis pas inspiré, je n'ai rien à dire, rien à écrire. Je lui dis, mais votre vie à l'hôpital est un roman, est-ce que vous pouvez l'écrire? Il dit, oui, en effet, c'est un roman. Alors, il va promettre qu'il va s'essayer à commencer les premières lignes. Il passe une nuit à écrire 5 pages. Le matin, quand l'infirmière revient, il présente ça, il dit, c'est vrai que tu as le talent d'écrire, regarde. Non, continue à écrire. Mais lui, il ne parlait pas. Il entendait, il répondait par écrit. Ben voilà, c'était peut-être là le commencement de l'écriture pour lui, et ainsi de suite. Bref, ils vont connaître des moments amoureux avec l'infirmière. Mais un amour qui s'estompe très vite, parce qu'il se sera produit un incident. Quel incident? C'est ce que vous allez découvrir dans le livre. Et M. Rinjobo, le tout se passe dans un rêve. En grande partie, c'est une succession de rêves, de voyages. Puis, la réalité à l'hôpital. La réalité, là, ce n'est plus la divagation de son esprit à travers des voyages, mais c'est lui-même physiquement qui se retrouve dans une chambre d'hôpital en train de se faire soigner
parce qu'il était brisé totalement, ses os étaient brisés, ses muscles, tout le reste, il fallait le refaire, le reconstruire. Et là, c'est une réalité. Et mais c'est aussi tout un voyage, c'est un autre voyage qui n'est pas un rêve. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres? Un jour, on pense qu'il y a un sujet qui te préoccupe et bon, en parler dans quelles circonstances, on n'arrêterait jamais de parler. Au risque d'être traité pour un aliéné. Alors, on écrit ces choses qui vous tiennent à cœur, et puis on écrit. Alors, mon déclic est parti de la situation de l'entreprise d'État qui sont voués à la disparition. Et j'ai voulu comprendre pourquoi elles arrivent à cette disparition. J'ai voulu aussi étayer toutes ces raisons de façon théorique pour dire de façon imaginaire, puisque je développe des situations imaginaires, mais qui quelque part existent, parce qu'il s'agit d'une matière qui a ses manifestations, qui a ses conséquences, qui a ses caractéristiques, et en disant ces caractéristiques, très vite on se retrouve dans une certaine réalité, peut-être universelle. Alors voilà, j'ai voulu écrire sur cela pour partager avec le public ma pensée sur cette question de gestion de l'entreprise d'État. Et vous avez encore une idée sur le titre de votre premier livre et quand l'avez-vous publié? Le titre définitif de ce premier livre. De votre premier livre. Voilà, c'est Sur la braise. Sur la braise que j'ai traduit ensuite que j'ai ensuite adapté au théâtre. Il y a une pièce de théâtre sur la braise. Combien de temps passez-vous à écrire un livre? Oh, le temps est relatif. J'ai écrit Sur la braise, donc mon premier roman, disons, pendant près d'une année. Et en ce temps-là, j'écrivais à la main, au stylo. C'était pénible. Mais plus tard, avec l'ordinateur, je suis allé plus vite. Ensuite, quand on croit avoir fini d'écrire un manuscrit, ce n'est jamais fini. Il y a toujours d'autres idées qui arrivent, qui vous assaillent et qui demandent à être insérées dans le texte. Avec l'ordinateur, c'est facile. On peut le faire vite fait. Si vous avez des pages entières, il faut les écrire, il faut les coller, il faut les renuméroter. C'est pas facile à la main. Alors, il y a donc des romans comme ça qui m'ont pris une année d'écriture, comme d'autres que j'ai écrits en un mois. C'est le cas de Sarah, ma belle cousine, mais ce n'est pas un texte bâclé, vous allez vous en rendre compte. C'est le cas du Miraculé, du vol 352, que j'ai écrit en 2 mois, en mai-juin 2021. Par contre,
j'avais écrit en 3 mois ma prochaine parution. Gaï ou l'affaire autochtone en 3 mois. Mais du fait de ma maladie, j'étais malade en novembre, de novembre jusqu'à février, j'étais absent du Congo. Et ce qui a retardé la parution de ce livre. Et maintenant, il va être édité. On peut dire que c'est le temps le plus long sûrement de la rédaction. Mais ce n'est pas le temps de la rédaction, c'est celui de la préparation à la parution. Donc, le temps de l'écriture, le temps de l'édition, c'est deux choses, deux moments différents. Lequel de vos livres a eu le plus de succès? Ah, ça, je suis embarrassé dans la mesure où je crois que chaque titre est particulier, apporte un message différent, apporte aussi un autre style et aborde des questions multiples, toujours dans une sorte d'idéologie personnelle. Et c'est pourquoi il m'est difficile de vous dire lequel est le plus lu. Je sais à travers le travail de recherche littéraire qui se fait au niveau des universités et des instituts que Le Mont Vivant, Lumière de temps perdu, Sur la braise et bien d'autres font l'objet de nombreux travaux de recherche. Bon, je crois que c'est le milieu le plus indiqué, le milieu universitaire, pour pouvoir apprécier la qualité d'un ouvrage ou d'une œuvre. Oui, il y a ça. Comme certains apprécient beaucoup La Traversée, d'autres encore L'avenir dans ma tête, On arrivera toujours quelque part, mais tout dans un univers complexe, fait de faits de société, d'économie, d'environnement, de la vie en général. Donc, c'est chacun qui trouve un intérêt à lire particulièrement sur un sujet et qui peut y travailler. Nous avons une vague des jeunes qui visitent l'écriture pour la première fois. Alors, en tant que doyen, avez-vous un conseil à lui donner? Oh, s'ils étaient devant moi, on allait échanger parce que là, je ne vais pas faire. Mais à travers la caméra, ils vous écoutent, ils vous suivent. Oui, mais je n'ai pas une leçon à donner. Un conseil? Je n'ai pas une leçon à donner. Un conseil, si vous le souhaitez, c'est d'abord de s'appliquer dans la lecture. Si vous ne lisez pas assez, vous n'allez pas comprendre la subtilité du langage, de la langue française. Vous n'aurez pas l'expression appropriée pour exprimer des sentiments ou des situations que vous voulez décrire avec précision. Parce que l'écrit a besoin de précision. D'ailleurs, la littérature africaine se caractérise justement par la précision qu'elle comporte. Donc il faut lire pour comprendre. Il faut lire les autres écrivains. On ne peut pas emprunter une voie sans se renseigner auprès des riverains, auprès de ceux qui sont familiers à l'environnement concerné, qui vous diront comment on fait pour aller et quels obstacles vous allez rencontrer sur la voie et ainsi de suite. Sinon, vous pouvez connaître des aventures pendant votre marche.
l'écriture a ceci de spécifique, c'est qu'elle elle procède d'un acte de courage. Il faut écrire, il faut être courageux pour écrire, parce que votre écriture vous révèle à vos lecteurs, donc à l'opinion. Par votre écriture, on identifie votre personnalité. Et il faut donc savoir écrire justement pour qu'on ne vous confonde pas avec autrui. Donc, la lecture d'abord, il faut beaucoup lire. Ensuite, beaucoup de discipline et d'application dans l'écriture. La syntaxe, la concordance des temps, le lien entre les paragraphes d'un récit, tout cela pour qu'il y ait une suite, une succession, une compréhension du texte par le lecteur et ainsi de suite. Bref, vraiment, ça c'est le travail des enseignants. C'est eux qui doivent dire des choses plus appropriées à nos jeunes gens. Mais si eux ils se rapprochent de nous, nous pouvons répondre avec une certaine précision à leurs questions. Donc ce que je dis a une portée générale. Et n'exclut pas que demain, je rencontre, bon, j'en ai rencontré certains bien sûr, mais nous échangeons sur leur simple centre d'intérêt et je ne peux pas dire que tout le monde pose la même question. Non. Merci beaucoup. Donc, il faut de la modestie également. Quand vous écrivez, faites lire votre manuscrit à vos amis, à vos parents. Ils vous aideront. Ils vous aideront à trouver peut-être des lacunes que vous pouvez corriger, que vous pouvez combler. Ils vous donneront de nouvelles idées pour approfondir votre analyse ou votre description. Ils vous aideront, ça c'est sûr. Ne vous cachez pas sous le couvert de l'écrivain, bon, c'est quelqu'un de savant. Non, personne n'est savant. Nous apprenons toute la vie, nous sommes tous des apprenants et donc il n'y a pas à se faire du souci, il faut plutôt s'ouvrir, être honnête avec les autres. Il faut collaborer, il faut savoir collaborer si vous voulez être aidé. Et puis, il faut savoir demander. Si vous ne savez pas demander, vous n'obtiendrez rien non plus. Et voilà, donc c'est ça. Un témoignage sur nous on l'appelle Grand Thomas, c'est lui qui tient la culture, le livre chez nous ici à Pointe-Noire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de M. Charles Cala? J'ai découvert Alphonse Chardin-Cala ici à Pointe-Noire à travers les multiples activités qu'il organise en sa qualité de directeur départemental de la lecture et de la culture. C'est un cadre dynamique, je l'avoue, dans la situation où il y a pénurie de ressources pour animer la culture. Et il fait beaucoup avec peu ou avec rien. Ça, il faut le reconnaître. Mais il le fait aussi parce qu'il a cette sensibilité d'écrivain.
Il n'écrit pas que pour lui. Et il ne veut pas être seul écrivain. Il encourage les autres créateurs, les œuvres de l'esprit. Les organise pour qu'ils se regroupent souvent, pour qu'ils naissent entre eux une certaine solidarité, pour qu'ils se partagent un certain nombre de valeurs qui permettront à chacun d'évoluer et aux lettres congolaises de briller de plus en plus. Je dis que c'est rare de trouver des cadres tant dévoués. Bon, j'ai apprécié qu'il se soit jeté dans l'écriture à travers sa poésie qui est très pertinente, à travers sa nouvelle, d'ailleurs son recueil de nouvelles à travers le titre La douce amère, avec 8 nouvelles qui en disent beaucoup. Et son roman Ce foutoir est pourtant mon pays, où il dénonce suffisamment les tares que connaissent nos sociétés. Je ne parle pas de la société ponténégrine, ni de la société congolaise seulement. On va au-delà de nos frontières pour embrasser l'universel. Donc, c'est une activité importante qu'il déploie, aussi bien pour l'encadrement des artistes, parce que les écrivains sont aussi des artistes, qu'il déploie pour faire connaître la culture au niveau des populations de Pointe-Noire, qu'il déploie pour intéresser la jeunesse aux lettres, et ainsi de suite. Je dis que c'est un brave garçon. Alors un mot à l'endroit de ce brave garçon, vous en êtes fier, un mot à son endroit. Mais je l'ai dit, sans dire que je suis fier. Je l'ai dit. Non, mais je l'admire, oui. Il travaille bien, il faut l'encourager, je l'applaudis, et ainsi de suite. Merci beaucoup, M. Ridou. Ben voilà, ouais. Merci.